m'ennuie de radoter, mais on constate une fois de plus l'effet néfaste des Mahdi, quoi. Humaine, c'est une construction humaine. On ne devrait pas normalement débattre de ça. Mais du fait des Mahdi, on en est arrivé à se dire, mais qu'est-ce que c'est vraiment qu'une construction humaine? Donc ce qui est construit, c'est assemblé, il faut du mortier, il faut je sais pas quoi. Voilà. Donc on me parle certains parlent je sais quoi, d'éléments de repères, etc., qui sont pour les uns gravés, pour les autres je sais pas quoi. C'est pas une construction humaine au sens où le Larousse nous le définit. Voilà. J'espère que cette clarification sera utile pour tout le monde. Super. Merci beaucoup pour cette clarification. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Non, mais bon, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de jouer. Moi, je suis obligé de jouer un rôle parce que voilà, c'est la règle du jeu. J'y peux rien. C'est comme ça. C'est moi qui connais les solutions. Donc, il est nécessaire que j'assume et je le fais bien volontiers. Néanmoins, je ne veux pas, en ce qui me concerne, jouer sur les mots outre mesure et surtout pas induire les gens en erreur. Donc, je pense qu'il était important de faire cette clarification. Voilà. Alors, bon, j'ai pas l'intention de rester longtemps. Sincèrement, j'ai énormément de boulot. Est-ce qu'il y a des questions très très importantes qui se posent actuellement et où je pourrais apporter quelque chose? Les questions importantes, il y en a toujours, hein, je sais, mais très importantes. Avec Immortal, on parlait de comment juger qu'on est sur la bonne zone. La bonne piste en général. Non, mais ça me fait hurler de rire, quoi. Ça me fait hurler de rire. On est là pour ça, rigoler. Je veux dire, les mecs qui investissent des centaines de millions dans des recherches de trésors. Je pense aux Américains qui affrètent toute une expédition avec des bateaux, des machins, tout ce que vous voulez, qui font des recherches énormes. Est-ce qu'ils poseraient une question pareille? Quand on cherche un trésor, on se démerde, Belou. On se démerde. Moi, je suis pas la nounou. On parlait que style. Je peux pas vous dire oui, c'est bien. On parlait style un chercheur qui trouve une zone. Pourquoi il partirait de cette zone? Je ne peux pas répondre à ça. Il y a une telle masse d'idées autour de chaque énigme. Il y a tellement de théories. Comment voulez-vous que je réponde à ça? C'est impossible. Il n'y a pas d'éléments qui vous permettent d'être sûr, sinon vous vous en seriez aperçu avant. Pas répondre, mais un petit conseil. Moi, je dis que le moyen le plus sûr, et c'est pas forcément évident entre nous, le moyen le plus sûr de pas trop se planter, c'est de rester en parfaite conformité avec sa propre logique. Quand ça commence à vous échapper, quand vous commencez à vous dire waouh, ouais, soyez prudent. Voilà, c'est tout. Je reste sur mes positions de départ. Je peux pas vraiment en dire plus. Bonjour. Je ne demande pas plus après. J'ai une question inédite. Je pense avoir une question inédite qui n'a jamais été posée. Bonjour. J'espère que l'enregistrement est bien lancé alors. C'est concernant une IS. Bon, vous aviez dit évidemment, comme les Mahdi, qu'il fallait peut-être prendre ça avec des pincettes ou que c'était pas forcément très utile. Mais il y a une IS qui concerne une faute, les embûches, une faute qui serait dans le jeu et qu'il faudrait corriger à un moment donné. Est-ce que vous avez pu prendre connaissance dans les solutions de cette fameuse faute et en quoi Non, j'en ai pas pris connaissance. Sincèrement, je vais le faire. Je vous ai promis que je le ferai. Et je vous assure, pour vous donner une idée, mon téléphone a commencé à sonner à 7h30 ce matin, ça s'est arrêté à 12h15. J'ai raccroché le dernier coup de fil à 12h15, je ne touche pas terre. J'ai eu droit à un journaliste tout à fait charmant du Guardian qui m'interviewe en me proposant un droit de réponse aux théories de M. Crowley, donc je lui ai expliqué beaucoup de choses. Je lui ai suggéré de venir nous écouter, nous visiter. J'ai eu mon avocat pendant 2 heures parce qu'il faut se positionner sur beaucoup de choses, etc. Donc je suis totalement accaparé par l'histoire de la chouette. Et donc, j'ai pas eu le temps de me mettre tranquillement la tête dans les IS. Cela dit... Il n'était pas question forcément d'IS, mais la faute en question, en fait, c'était la question de se dire, est-ce que Max s'est aperçu, après coup, avoir fait ses solutions, qui s'est basé sur quelque chose de faux, dans une documentation ou autre,
Et si oui, qu'on le sache, quoi, pour savoir si on a vraiment une embûche ou une faute à corriger à un moment donné dans le jeu, ou si c'est du pipeau pour nous faire chercher quelque chose qui n'existe pas. Une En faute qui l'état n'existe actuel de pas, mes par exemple. connaissances, je ne peux pas répondre d'une manière précise, donc je m'abstiens de répondre clairement. La seule chose que je subodore, mais j'ai de bonnes raisons de le subodorer, c'est qu'on est une fois de plus dans la technique, parce que c'est pareil, moi je suis comme vous, je progresse dans les MADI, quand je vous parle, j'entends vos réactions, je me dis est-ce que tu as bien aussi, est-ce que tu as bien pensé à tout? Donc je progresse dans ma compréhension du processus des MADI, et je pense qu'il y avait une technique derrière ça, c'est ce que j'ai évoqué l'autre jour sous l'expression familière de noyer le poisson. Mais noyer le poisson, ça a un sens précis en ce qui concerne Max Valentin. C'était se donner une petite bouffée d'oxygène pour éventuellement adapter sa réponse ou bien pouvoir faire une pirouette derrière, etc. Et je pense que cette phrase à qui la faute, pas à moi, c'est à ça que vous faites allusion. Oui, tout à fait. Je me trompe pas. Absolument. Ouais. Je pense que ça respire la phrase mystérieuse, volontairement mystérieuse pour appâter le client. C'est quasiment, pour moi, ça ressemble à un jingle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est juste que du coup, on se retrouve un petit peu comme les reliquats ou les clés de passage à chercher quelque chose qui n'existe potentiellement pas. Et du coup, quand on n'a pas forcément vu d'erreur dans les résolutions ou de choses à corriger, on se dit qu'on a manqué quelque chose. Donc, c'est toujours pareil. On se pose Non, trop puis de je veux dire, questions. en plus, c'est totalement, si on veut rester objectif dans son analyse et surtout conserver comment dirais-je, une vision suffisamment large d'un sujet qu'on explore, ce terme de faute, si à un moment donné, Max Valentin induit dans ses échanges avec les joueurs qu'il a pu commettre une faute, mais est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Tous les coups sont permis. Parce qu'après, il suffisait de dire, bah oui, je vous l'avais dit. Pour moi, ça a un côté complètement machiavélique. C'est pour ça que je vous dis, je vais le regarder. Je vais vraiment prendre la peine de m'intéresser aux IS. Il y en a, bon, il y a celles que je connais, il y en a que je connais pas, parce qu'encore une fois, je n'ai pas suivi le déroulé de la chasse, comme on l'a bien compris. Donc, je vais vraiment faire ce travail pour vous, par égard pour les joueurs, parce que personnellement, ça me passionne pas plus que ça, mais je vais le faire. Mais je subodore vraiment qu'on va tomber là, on est dans le marketing, quoi. Alors, donc, ça veut dire que dans les solutions, il n'est pas du tout fait allusion à une faute qu'il faudrait corriger. Non, dans les Donc, solutions, il c'est n'y a pas de vraiment, faute. Non. Moi, je ne sens pas qu'il y ait à se méfier d'une faute, quelle qu'elle soit. Et qu'il puisse y avoir à certains moments, parce que j'entends, c'est pareil, on parle de normes magnétiques, de normes géographiques, d'échelle de la carte, de projection, de différence de ci, de différence de ça. du blabla, quoi. On dit, Ouais. alors, confirmons que la cache se positionne au centimètre, au millimètre, au nanomètre près. Elle est extrêmement précise. Ça, c'est confirmé, c'est définitif, on n'y revient pas. Après, sur le reste, c'est pas parce qu'il y aurait un écart de ceci ou de cela, un petit écart de quelque chose, qu'on serait vraiment perdu, quoi. J'ai pas la sensation qu'il faille non plus s'acharner. Encore une fois, on n'a pas affaire à un mathématicien ou à un physicien qui aurait fait un truc au petit quart de poil en tenant compte de la marge d'erreur possible calculée avec 10 unités. C'est pas du tout l'esprit de la chose. Donc, il n'y a pas vraiment de gros risque d'erreur. Si on est sur le bon parcours, il n'y a pas de gros risque d'erreur. Merci. Bonjour Michel. Bonjour. Chai à l'appareil. Une petite question. Bonjour Chai. Question tout à fait innocente qui ne porte pas sur les énigmes, mais plutôt sur la chasse elle-même. Petit préambule à la question, je vais définir deux termes. Le premier terme, c'est ce que j'appelle le jeu. Donc le jeu, c'est prendre chacune des énigmes, la décrypter, la résoudre pour arriver à la solution de l'énigme. Ça, c'est le jeu. L'autre terme, c'est le méta-jeu. C'est une fois qu'on a des solutions, le méta-jeu, c'est de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on m'a fait trouver ça ? Dans quelle démarche ça s'inscrit ? À quoi ça peut servir ? Etc. » Bref, répondre à « Pourquoi est-ce qu'on trouve telle ou telle solution ?» Ma question est la suivante. Est-ce qu'à un moment donné, dans le parcours de la chasse, est-ce qu'une absence totale de progrès sur le méta-jeu peut bloquer la progression dans le jeu ?
Ce que je trouve absolument sublime dans votre question, c'est que vous avez osé prétendre qu'elle était innocente. Bah J'en oui. ai pris note. Je fais mon Non, max. j'en ai pris note. Non, mais je veux dire, faut quand même avoir le culot pour le faire. Hein. Mais vous avez osé, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il faut jamais se dégonfler hein, dans cette histoire. D'ailleurs, moi-même, je me dégonfle pas. Non, j'admire. Professionnel. Ouais, non, mais vraiment excellent. Donc, il n'y a pas de moment, sincèrement, il y a rien d'incompréhensible dans ce qu'on vous fait découvrir. Il y a, je sais pas si je peux le dire, je fais gaffe parce que je vois comment vous interprétez mes propos. Il y a même des trucs, j'y aurais pas pensé, quoi. Je me dis, waouh, jusqu'où ils vont les mecs. Et c'est vrai qu'à plusieurs, l'union fait la force, mais quand même. Je ne crois pas qu'il y ait d'éléments dans ce que vous appelez le méta-jeu qui soient propres à vous troubler profondément. Je ne pense pas. D'accord. Ma question portait plus sur... Je ne pense pas qu'il y ait un décalage important. C'est pas du tout comme... Je vois bien à quoi vous faites allusion. Moi, je pense à certains films, en général, je les regarde 5 minutes et puis j'arrête parce que ça m'énerve. Mais ça n'engage que moi. Mais quand on vous commence un film en vous balançant des séquences sans queue ni tête où on est censé vous balancer des infos que vous comprendrez plus tard, ça m'énerve. C'est pas ce que j'attends d'un bon film et c'est pas ce qui se passe dans cette chasse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces séquences, on comprend pas tout, on n'est pas sûr, puis tout d'un coup, au bout de 10, 15, 20 minutes, on se dit « Ah, ça y est, ok, je comprends ». Moi, j'aime bien comprendre tout de suite. C'est un peu mon impatience juvénile. Et je pense que dans le jeu... Pardon? Et vous aimez bien cette chasse, du coup? Oui, j'aime bien cette chasse. Elle n'a pas ce côté-là, comment dirais-je, déconcertant, ni rien du tout. Encore une fois, ce qui est déconcertant, c'est le processus qui l'a vu naître d'un des premiers forums et jeux de rôle qui ait existé en France, ce fameux Minitel, qui est vraiment à l'origine de tous nos débats existentiels aujourd'hui, quoi. Sinon, on ne parlerait pas de ça, hein. Je vous garantis qu'il n'y aurait pas eu les Madis et on ne se poserait pas ces questions-là aujourd'hui. Trouver, pas trouver, bon, j'en sais rien, mais on ne se poserait pas ce genre de questions. On ne se les pose que parce qu'on a un canal parallèle qui balance des trucs sibyllins, comme dirait Coluche, pas sibyllin que ça, mais quand même, et où on se perd, où on dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et à partir de là, le verre est dans le fruit, c'est fini, on doute de tout, quoi. On interprète, on surinterprète, on sous-interprète, je ne sais pas quoi, mais on part dans toutes les directions. D'accord. Donc en fait, est-ce que vous êtes en train de dire que le méta-jeu n'existe pas réellement? Qu'il n'existe qu'après coup, une fois qu'on est rendu au bout? Moi, je vous dis que c'est une chasse au trésor. Vous trouvez les énigmes, vous arrivez au bon endroit. Une fois que vous avez le bon endroit, il faut trouver le fameux pile-poil. Et puis voilà, puis j'en démordrai pas finalement. On essaye de me faire commenter. Vous comprenez bien vos questions, je les comprends, hein. Mais pas de rouge, pas de méta-jeu, quoi. Voilà, mais vous me conduisez en fait à me paraphraser moi-même. J'ai dit ce que je pensais. D'ailleurs, ma première réaction, elle demeure historique et inoubliable. Je me suis fait agonir de tous les côtés le jour où j'ai dit, mais bon, vous me parlez de quoi, méga astuce, super solution. Bon, pour moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, j'étais tellement éloigné de ces concepts et puis je n'avais pas du tout mesuré l'impact de ces concepts dans le fonctionnement des joueurs. Mais maintenant que je l'ai fait, je fais tout ce que je peux pour vous débrayer, quoi. Et là, je continue à le faire. Donc le jeu, il s'enchaîne très bien. Voilà. On se rend bien compte que vous faites tout ce que vous pouvez. Vous avez un gros handicap, c'est que vous connaissez les solutions, alors que nous, on est ignares. Donc nous, on se pose plein de questions dont vous savez qu'elles se posent pas. Oui et non. Non, j'ai quand même une bonne compréhension de ce que vous faites. Où ça devient un peu pernicieux, c'est quand certains commencent à dire que j'ai pas forcément tout compris parce que. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas forcément tout compris parce que, mais dans les éléments importants sur lesquels je m'exprime, croyez bien que j'ai tout compris. Vraiment tout. Vraiment tout, sans omettre une virgule. Donc j'ai tout compris. Et ma tâche est très, très difficile. Elle est très difficile parce qu'en plus, elle provoque des antagonismes assez vifs. Actuellement, c'est Révolution à la 2CO, par exemple. Parce que les informations commencent à circuler et parce que les gens se disent « Mais attends, j'avais pas compris ça comme ça, quoi. » Et puis parce que c'est le moment où chacun doit prendre position. Il suffit pas de dire « Mais oui, mais non ». Il faut dire on est pour, on est contre, on y va pas, on fait pas.
Moi, je fais pas semblant, je fais pas à moitié. Si je fais un truc, je le fais carrément. Quand j'ai en face de moi des gens qui font à moitié, ben, ça provoque tout ça. En même temps, ça l'entretient. La sous-information côté A2CO, par exemple, a entretenu un flou depuis très longtemps, puisque quand même, ça fait très longtemps que j'ai eu au téléphone les responsables de l'A2CO. Ça fait plusieurs années que je leur ai dit, écoutez, plus vous allez chercher à me contrer, plus vous allez m'obliger à dire des choses. Plus vous allez m'obliger à dire des choses, et plus ça va devenir délicat. Et c'est ils continuent à le faire. C'est ça qui est terrifiant. Ils comprennent pas que le but ultime, c'est l'intérêt du jeu. C'est pas l'intérêt de telle ou telle personne. Et ils comprennent pas que plus ils mordent et plus ils m'obligent à vous dire ce que je suis en train de vous dire, à savoir que les madis pour certains sont mensongers, que ceci, que cela, etc. Et plus j'en dis, et plus ça enlève une certaine magie du côté Max Valentinesque du jeu. J'en ai parfaitement conscience et à titre personnel, j'aurais pas souhaité en dire autant, mais je suis obligé aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils vous poussent pas à faire ça, justement? J'en sais rien. Je suis pas sûr qu'ils aient une vraie stratégie. Je pense que c'est très... Après, ça vous attaque parce que vous avez parlé trop ou quoi, peut-être? Je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Non, mais j'ai pas parlé trop. J'ai pas parlé... Si vous saviez, si vous connaissiez comme moi l'histoire, vous diriez, bah, waouh, je suis pas sûr que vous sauriez quoi faire. Franchement, hein, je veux pas me parer des plumes du paon, mais c'est une situation qui est tellement, mais vous n'imaginez pas ce que c'est que de revenir sur les propos de quelqu'un qui est décédé depuis 13 ans, qui a mené le jeu tout seul pendant autant de temps et qui a fait des trucs dont personne n'est vraiment conscient et qui en plus est protégé par ce que j'ai appelé la garde rapprochée, c'est-à-dire qui est encensé par des gens qui voudraient le voir, qui le pensent infaillible et exempt de toute erreur. Et ma position est très difficile parce que quoi que je fasse, on peut m'accuser de salir la mémoire de Max. Mais d'un autre côté, il y a quand même de plus en plus de joueurs qui comprennent que j'essaye d'agir dans leur direction et pas contre Max. Et donc, je pense que c'est encore une notion qui échappe à la plupart des dirigeants de la 2CO. Je ne parle pas des membres, hein, je parle de dirigeants. Ouais. Dans tous les cas, vous êtes le messager et le messager, il se fait taper dessus. Oui, ben voilà, mais c'est pour ça que je vous réponds. La notion de méta-jeu, elle est reliée à ça. Il n'y a pas de méta-jeu, il n'y a pas de méta-Max Valentin. Il n'a jamais été méta, Max Valentin. C'était un mec qui faisait des rallyes surprises. Il a fait une chasse au trésor. C'était pas méta Max Valentin. C'était Monsieur Max Valentin, un gars comme nous, quoi. Voilà. Il a fait une trouvaille. Et puis voilà. Okay. Ah, vous m'entendez? C'en est où l'histoire de la 2CO et du fait qu'ils veulent vous empêcher de vous mettre des bâtons dans les roues sur la publication du nouveau livre? Est-ce qu'ils ont un ground? Est-ce qu'ils ont la moindre j'ai pas les mots en français, zut, claim, la moindre validité à cette démarche d'un point de vue juridique? Légitimité. Mais est-ce qu'ils ont de quoi argumenter face à un juge, quoi, en gros? Ah ben, si vous voulez, tout peut s'argumenter face à un juge. Tout peut s'argumenter. Eux s'appuient. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est pitoyable. Ce qui se passe à la 2CO, pour moi, au niveau des dirigeants de la 2CO, c'est pitoyable. Pitoyable. C'est un déballage qui ne devrait pas avoir lieu. Ils s'appuient sur des madis, encore eux, où Max Valentin a écrit à diverses reprises, assez nombreuses, je donnerai la chouette, c'était pas lui de la donner, mais enfin bon, je donnerai la chouette, normalement c'est l'organisateur qui devait donner la chouette, je donnerai la chouette à toute personne qui m'apportera la contre-marque, qu'elle ait résolu les solutions ou pas. Il n'était pas organisateur, il n'était pas financier, il n'était pas fondé à le faire. Donc, l'attitude de la 2CO qui entend effectivement m'interdire la publication du livre si jamais je reproduis mes explications dans ce livre, ils entendent le faire, bien qu'ils s'en défendent aujourd'hui sur leur forum en disant non, mais on ne va pas attaquer Avignon. Moi, je sais ce que leur avocat a écrit. C'est écrit en toutes lettres. Donc, c'est pour ça que je dis à un moment, il faut prendre position. Il faut dire oui, il faut dire non, mais il ne faut pas jouer. Je te le dirai la prochaine fois. C'est maintenant qu'il faut le dire. Donc, la légitimité, elle peut exister, mais il s'appuie en cela, donc je reviens au départ de la discussion, il s'appuie en cela sur des madis, donc sur Max Valentin, donc sur le personnage de Max Valentin, qui n'avait aucune autorité pour se prononcer quant aux modalités de la remise du lot au vainqueur, puisqu'il n'était pas l'organisateur ni le financier. Donc lui, il était là pour animer le jeu, pour s'occuper de ses énigmes.
mais pas pour s'occuper de l'organisation du jeu. Donc il était totalement infondé à se prononcer là-dessus. On ne lui demandait pas son avis, en clair. Mais il l'a donné quand même. Donc, il m'oblige à répondre. Il m'oblige encore une fois de plus à dire ce que je suis en train de vous dire, que j'aurais pu éviter de vous dire. Si la 2CO n'était pas aussi bêtement campé sur ses positions en disant Becker est le grand méchant, Max c'est le génie, s'ils étaient un petit peu plus conscients des réalités, on ne serait pas obligé de faire un tel déballage que je trouve absolument détestable pour tout le monde, y compris pour moi d'ailleurs. On est bien d'accord. Sur les notions d'être fondé ou pas, je vous mets une petite puce à l'oreille, c'est que personnellement, en tant que joueur de ce jeu, pour moi, la 2CO n'est pas fondée à me représenter, je n'en suis pas membre. Pourtant, je suis joueur. Par contre, l'éditeur du jeu, lui, il est fondé à interagir avec moi. Donc, si effectivement ça devait aller, cette question-là devait aller en justice, il vous serait très facile de démontrer que vous êtes beaucoup plus fondé que la 2CO à interagir et représenter les intérêts des joueurs, et que ce déballage, entre guillemets, quelque part, ça se fonde dans l'intérêt des joueurs. Là où la position de la 2CO, elle, n'est pas représentative de suffisamment pour moi. Mais bien sûr, mais pour moi, c'est complètement évident et je suis 100% d'accord avec vous. Et je vous remercie de le souligner. Mais le problème, c'est que la 2CO, depuis l'origine, la 2CO, c'est plus ou moins une émanation de Max Valentin. Il a communiqué les archives Minitel, il leur a communiqué un certain nombre de choses, il a plus ou moins, entre guillemets, en tout cas, participé, présidé, favorisé la mise en place de cette association. Et les gens qui ont démarré cette association, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont gardé leur indépendance d'esprit, mais pour un certain nombre d'entre eux, sont devenus des inconditionnels. Je crois en Max, le Père Tout-Puissant. Voilà, c'est ça. La 2CO au départ, c'est ça. Donc, il y en a qui n'ont pas réussi à se sortir de cette image-là. Et donc, aujourd'hui, ils font ce qu'ils pensent devoir faire par rapport à cette croyance qu'ils ont depuis le départ, qui est dans l'ADN de l'association. Ceci dit, ils se sont crus autorisés à s'intituler Association officielle des chercheurs de la Chouette d'Or. Pour moi, ils n'ont rien d'officiel. Moi, ils n'ont aucun accord avec moi. Moi, je ne les accrédite absolument pas. Ils n'ont jamais été, à ma connaissance, accrédités par aucun des organisateurs du jeu. Max Valentin n'était pas organisateur du jeu. Donc, c'est pas une association officielle. Et ça, c'est le retour du bâton qu'ils n'ont pas vu venir. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Non, mais attendez, moi, j'ai eu des heures de téléphone avec eux. J'ai eu des dizaines d'échanges écrits où je leur dis, écoutez, ne m'obligez pas à déballer ce que je vais être obligé de déballer si je dois prouver des choses. Oui, mais vous comprenez, nous, bon, ok, d'accord. Ils veulent rien entendre. Le dernier échange que j'ai eu avec le président, c'est il y a, je sais pas, 1 mois, 3 semaines, j'en sais rien, le temps passe si vite, où on se téléphone le soir en disant bon, ok, on se comprend, oui, ok. Le lendemain, il m'écrit un message interminable où finalement on est d'accord sur rien, quoi. Nous, on serait d'accord à condition que vous ne publiiez pas les explications du règlement, que vous ne reveniez pas sur le fait que on peut découvrir la chouette avec un détecteur. Enfin, ils sont d'accord sur rien. Ils ne veulent rien lâcher. Donc, à partir de maintenant, c'est bon, on sort les couteaux, quoi. C'est plus la peine de discuter maintenant. Tout est dit, quoi. Tout est dit. Moi, j'en ai ras-le-bol personnellement de tous ces échanges stériles. Donc aujourd'hui, je parle cash, je vous donne des infos. C'est pour ça que je suis venu là à midi, parce que je voulais vous répondre sur l'histoire des constructions humaines qui relèvent encore du même brouillard des Madi. Et puis tout est à l'avenant, quoi. Et puis chacun a le droit de se positionner. Alors les chercheurs maintenant vont intervenir sur la définition du règlement parce qu'ils sont pas d'accord. Non, mais puis quoi encore? C'est de la... Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Becker. Vous avez demandé au tout début de ce vocal si jamais on avait des questions liées aux interrogations qu'on s'était posées précédemment dans les vocaux. J'ai commis cette erreur. C'est vrai. Hier, on avait une discussion très intéressante par ailleurs autour de la spirale et s'il faut la tracer ou pas suite à votre commentaire dans l'utilité de la chasse d'un compas. Donc voilà, on voulait savoir si vous aviez peut-être quelque chose à y ajouter. Voilà, c'était un des thèmes principaux du vocal d'hier. Ça m'enchante, j'ai que des questions innocentes aujourd'hui. Je vais vous dire franchement, c'est reposant pour moi. Oh, je vous l'ai pas donné en préambule, hein. Je vous l'ai pas dit en préambule. Je m'en serais bien. J'essaye sans. Alors, je vais pas répondre à votre question. Je vous dis juste que j'essaye, sans trahir le jeu,
de vous écarter de la croyance qui consisterait à penser que tous les madis sont vrais. Cela dit, dans les messages que j'ai pu lire, les uns considèrent que j'ai validé le fait que la spirale doit se tracer, les autres non. Je n'ai rien validé. Si les uns pensent que j'ai validé quelque chose, ils se trompent. Mon propos n'était pas de valider ou d'invalider quoi que ce soit. Je ne dirai rien par rapport à la spirale. Je dis juste, et je maintiens, que raisonner sur l'épaisseur d'un trait de crayon, il faudrait déjà savoir si vous l'avez taillé hier ou la semaine dernière, le crayon, si c'est une mine dure ou une mine tendre. Et si on me dit en fonction de l'épaisseur d'un trait de crayon, la spirale peut se trouver sur un trait, c'est même pas la peine de discuter, je discute pas de ça. Je vous dis, pour moi, une spirale, un trait n'a pas d'épaisseur. Je ne rentre pas en ligne de compte sur le fait de savoir que vous l'avez tracé avec un feutre d'1 centimètre de large ou avec une mine dure extrêmement pointue. Je veux dire, on rentre là dans des discussions spécieuses où on peut tout déduire, tout interpréter, tout comprendre ou tout ne pas comprendre. Donc la spirale, je ne vous dirai pas si elle se trace ou si elle se trouve, je vous dis juste qu'il est impossible qu'elle se trouve sur un trait n'ayant pas d'épaisseur. Voilà. Moi, je m'arrête là. Et je suis dans une logique rigoureuse et vous comprenez, dès l'instant, parce que moi j'ai eu ces réponses quand même à des messages, j'ai eu des messages privés, je les ai vus passer dans les échanges sur le Discord, où on dit, oui mais l'épaisseur d'un trait sur une carte à telle échelle, ça peut permettre d'englober toute la spirale, si la spirale est ceci ou pas cela. Et je veux dire, mais attendez, on est où avec des raisonnements comme ça? On n'en finit plus, allons. Mais il n'y a pas de souci, c'est bien pour ça que la base du raisonnement est de dire que très bien, vous avez cassé ce midi, il n'y a pas de souci. Mais ce raisonnement est aussi basé sur le commentaire que vous avez fait juste après, toujours dans ce même vocal du 1er mai, je crois, si je me souviens bien, où vous nous avez précisé qu'un compas était utile et même indispensable pour pouvoir arriver au bout de la chasse, lorsque vous avez listé les outils qui étaient nécessaires. Et donc, le raisonnement que nous avons fait hier en vocal est le suivant. En suivant ce que vous venez de dire, à savoir un trait de crayon, etc., ne peut pas nous donner la spirale, etc., et que le pile-poil est relativement précis, on ne voit pas très bien l'utilité que pourrait avoir un crayon dans la dernière énigme. Or, du coup, les énigmes qui restent... Un crayon ou un compas? Vous m'avez parlé d'un compas. Un compas. Oui, pardon. D'accord. Ouais. Un compas. Et donc, de par ce raisonnement, il n'existe pas non plus 10 000 énigmes où on pourrait utiliser un compas, et on en revenait sur la spirale qui serait donc par conséquent à tracer. Voilà. Là, je vous ai fait tout le cheminement très, très rapidement. Moi, je pense qu'il y a une ou des énigmes où on peut parfaitement utiliser un compas. C'est un outil qui peut être tout à fait pratique, donc il est bien d'en avoir un. Et ça s'arrête là. Je veux dire, moi, je suis un gars basique. Hein. Je suis basique avec vous. J'essaye pas de vous faire du grand intello. J'essaie de vous dire des choses assez simplement pour que vous essayiez de vous remettre à fonctionner assez simplement. Vous arrêtiez d'élucubrer des tas de machins sur un compas. Il n'y a pas d'élucubration à faire sur un compas. Un compas, ça sert à reporter une distance, ça sert à tracer, que ce soit tracé avec un crayon ou que ce soit figuré pour voir où ça tombe, à utiliser un arc, à faire des choses comme ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. On trace des cercles, des arcs de cercle, on reporte des distances. Voilà ce qu'on fait avec un compas. Donc moi, je vous dis, dans certaines énigmes, oui, c'est utile. Une ou certaines, voilà, je vous précise même pas. Bien sûr. C'était surtout le côté indispensable de la chose. Prenons par exemple la 420 où certains peuvent argumenter qu'on en a besoin. Si on a un point de mire, une règle graduée que vous avez déjà fait figurer parmi les outils indispensables suffit. Les outils indispensables tels que définis par Max, c'est en tout cas la règle graduée. C'est de mémoire, parce que j'ai encore une fois les solutions maintenant, je les ai plus, mais c'est une règle graduée, et c'est mentionné, hein, ça. Une règle graduée, une boussole. Je maintiens qu'une boussole est nécessaire, même s'il a dit le contraire. Hein, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour me positionner par rapport au MADI. Je me positionne en tant qu'organisateur par rapport à la chasse. Donc moi, je vous dis une boussole, oui. Un compas, oui. Une règle graduée, oui. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Une équerre ou un rapporteur? Oui, pourquoi pas. Bien sûr, tous les instruments de dessin qui peuvent vous permettre de tracer des lignes, de tracer des arcs de cercle, des cercles, des spirales, de reporter des angles, tous ces instruments-là ont leur rôle dans la manière dont vous exploitez vos décryptages, bien sûr. Et la carte est un outil, il faut arrêter aussi de m'enquiquiner avec c'est un outil, c'est pas un outil. On est encore une fois dans des propos totalement spécieux où je t'interprète le mot comme ça, c'est pas un outil, c'est je sais pas quoi, c'est un support. Bon, faut arrêter quoi, faut arrêter. Oui.
Là, c'est un outil, vous en avez besoin, la carte. C'est pas du tout mon Voilà. propos. Non, mais ça rejoint il n'y a pas de souci, la carte, compas. il n'y a pas de Le problème. compas, à un moment donné, le compas vous est utile. Vous avez Voilà. quand même dit tracer une spirale. Non, j'ai dit la trouver ou la tracer. Un compas peut Oui. permettre de tracer un cercle, un arc de cercle ou une spirale. Et dans vos J'ai derniers dit ça, exemples, je vous n'ai avez rien dit, omis. Je n'ai rien omis. Non, je vous assure qu'il n'y a pas. Il n'y a rien à trouver dans mon propos actuel. Je suis parfaitement sous contrôle, sous autocontrôle. Je sais très bien où je dois m'arrêter quand je vous parle. Ce n'est pas forcément facile, mais j'ai un grand souci de ne pas déflorer la chasse parce que ce serait dramatique pour certains et peut-être pour tout le monde. J'essaye de respecter autant les joueurs que autant les nouveaux que les anciens, etc. Donc je mesure mes propos, je fais très attention à ce que je vous dis, mais pour autant je suis pas obligé de parler d'une manière absconse. Je peux vous parler clair sans pour autant vous déflorer les énigmes. Donc pour vous parler clair, je vous dis oui, tous ces instruments de dessin, il est bien probable que vous en ayez besoin à un moment donné. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que quand même dans certains de nos micros, vous faites des réponses ou des propos totalement interprétables? Attends, là il y a tout le monde qui parle en même temps, j'ai rien compris. Non, je disais qu'il y a quand même des propos que vous faites dans les no micros qui sont quand même très interprétables et qui, moi personnellement, me perturbent énormément. Par exemple, allez-y, dites-moi. Le sujet de la Lune, il y a quelques jours, vous avez posté les photos de l'AFP. Après, vous avez fait une réflexion sur le fait que on peut croire qu'on marche sur la Lune dans la chasse. Non, mais il y a pas. Je ne fais jamais d'humour en corrélation avec les énigmes. Je me l'interdis, même si ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux au tout début. Aujourd'hui, je me l'interdis et je ne le ferai pas. J'ai publié ces photos de la Lune parce que c'est relativement rare qu'on puisse avoir en main. J'ai ça ici, c'est le hasard. Toutes les photos de l'agence France Presse de juillet 69, voilà, c'est un ami journaliste qui me les avait données à l'époque. J'avais 19 ans et donc je les ai gardées. C'est comme ça, je les avais à portée de main, je vous en ai fait profiter. Là, c'était une magnifique anecdote et je vous en remercie. Mais c'est la petite phrase qui est venue après, en fait. Oui, on est un peu sur la Lune, quoi. Ça veut dire on a un peu la tête ailleurs. Faut prendre, si je fais un petit trait d'humour comme ça, faut le prendre comme tel. Ça veut dire que quand on dit on marche sur la Lune ou on marche sur la tête, on comprend bien ce que ça veut dire, quoi. On est sur la Lune, quoi. On est bien que nous, dans certains d'entre nous, avons une piste qui s'approche très près de ce concept de Lune dans une certaine énigme. Et donc, quand vous faites des propos comme ça, en fait, on est perturbé parce que on se dit, je comprends. En fait, il nous a écarté la piste, quoi. Ça n'était pas le cas. Voilà. Okay. Alors, ça n'était pas le cas. Il n'y avait aucune corrélation avec les énigmes, aucune corrélation avec les pistes, puisqu'encore une fois, je ne les connais pas toutes, vos pistes. Donc, moi, chacun son truc. Je vais faire très attention à ne pas pratiquer de l'humour éventuellement corrosif qui puisse vous induire en erreur. Merci. Merci de me l'avoir signalé. Bonjour Michel, j'avais une question, c'est Immortal Tofu. Bonjour Immortal Tofu. J'avais une question, une grosse question piège, comme ça on l'annonce. Ouais. Je voulais savoir en fait, quand vous êtes arrivé sur les lieux, vous avez sans doute fait des choses sur les lieux. Est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà rencontrées ou lues dans d'autres chasses? Genre c'est une méthode qui vous a peut-être surpris ou... Ça me fait rire quand vous dites les choses comme ça. J'ai même fait pipi quand j'étais sur place et même Blanche-Neige est allée faire pipi, ce qui était compliqué parce que il faut la lampe de poche et tout. C'est pas forcément facile de trouver un petit coin discret pour faire pipi. Donc voilà, on a tout fait sur place. Nous sommes des êtres vivants, tout à fait. Nous sommes des êtres vivants normaux. Voilà. J'ai rien fait d'autre que ce que vous devrez faire le jour où vous y serez. Quoi. Enfin bon. Ça veut dire, mais je vous avoue que je suis passé, je suis pas allé direct au cœur de la nuit. Je suis passé quand il faisait encore un peu jour pour quand même regarder, savoir, comprendre, voilà. Et puis après, je suis revenu. Ok. Bon, voilà. Vous voulez pas tomber dans le piège, du coup, vous voulez pas me dire. Il n'y a pas de piège. Il y a des éléments sur place, donc on peut appeler ça, je sais pas comment dire, des repères, des éléments que vous devez pointer, des trucs que vous devez comprendre, un déclic qui doit se faire, il y a tout ça, quoi. Et je vous ai dit quand même ce qui est une information qui est pas anodine. Je vous ai dit ce qu'on peut faire sur la cache, on peut pas le faire ailleurs.
Il n'y a pas deux endroits qui permettent de faire ça. C'est pour ça, d'où l'histoire. Alors, nouvelle polémique avec le Pegasus de service de la 2CO, j'espère qu'il nous écoute, sous un autre pseudo, mais non, mais pas du tout. Alors maintenant, il y a 2 contre-marques, et puis 2 caches, et puis 2 chasses, et puis, mais c'est pas du tout ça. Ce que j'ai écrit, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un seul endroit compatible avec les solutions. Il n'y en a pas 2 possibles. Et c'est forcément à cet endroit-là que se trouve la contre-marque. Donc ça veut dire que si demain quelqu'un importe la contre-marque numéro 1, s'il a vraiment une explication qui colle avec les énigmes, ben, c'est qu'il l'a trouvée à l'emplacement de la numéro 2. Donc ça me fait même pas peur. Même pas peur. Oui, je comprends. C'est tout, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Bah, c'est intéressant en tout cas. Merci beaucoup. De rien. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Becker. Question film. Si film sur la chouette d'or, c'est H, pardon. Ah, H. Si film sur la chouette d'or il y a un jour, est-ce que vous préfériez voir un film qui relate plus l'histoire des créateurs de la chouette d'or, donc de Max Valentin et vous-même, ou est-ce que vous préfériez voir un film du point de vue des chouetteurs? J'ai aucune hésitation là-dessus. L'histoire n'a de merveilleux que la communauté que représentent les chouetteurs. Et le Discord actuel qui flirte avec les 1800 inscrits me séduit parce qu'il est la concrétisation qu'il existe réel des chouetteurs. Parmi eux, des détracteurs extrêmement virulents par rapport à moi. Parmi eux, tous ceux qui suivent, qui sont d'accord, qui doutent, tout le monde y est dans cette communauté, et c'est ça qui constitue pour moi la partie la plus extraordinaire de cette chasse au trésor. Donc, si film il y a, le film sera très très grandement axé sur l'histoire des joueurs, des chouetteurs, voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y a un point en particulier sur les chouetteurs qui est, enfin, vous pensez intéressant pour un film? Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un. Moi, dans mes messages privés, je vois des choses complètement surprenantes. J'ai des échanges tout à fait étonnants avec des gens très très différents. Donc, c'est révélateur. En réalité, cette communauté révèle que toutes les catégories de personnes, d'esprit, toutes les formes d'intelligence, toutes les catégories sociales, tous les niveaux culturels, tout le monde a sa place dans cette histoire et personne n'est ni discriminé, ni finalement tellement avantagé. Tout le monde est pratiquement à armes égales et c'est ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire. Et elle regroupe énormément de gens et le point commun, je crois, pour tout le monde, c'est qu'il y a pour chacun un acquis culturel important du fait de s'être intéressé à tellement de choses, d'avoir cherché tellement de réponses. Et c'est fantastique, ça. C'est ça la beauté de l'histoire. Bon, ce qui pourrait pas y avoir aujourd'hui dans un film, c'est l'épisode final qui sera, lui, un feu d'artifice de la découverte de la cache. Ça sera quelque chose. Forcément, ouais, depuis le temps qu'on cherche. Je pense que le film sera plus étoffé une fois que toute l'histoire sera révélée. Michel. Mais l'histoire, elle est conséquente quand même. Hein. Il y a de la matière, hein, même parce que quand vous me parlez vous faites la distinction entre l'histoire des auteurs et l'histoire des joueurs. Mais il n'y a pas tellement de distinction parce qu'il y a une telle interférence, notamment à travers les propos. Cette fois, on peut le remettre en première ligne à travers les propos de Max Valentin. Il a eu un rôle tellement important, Max Valentin, sans doute pervers à certains égards, mais tellement important. Ça reste un personnage central de l'histoire et donc qui fait un lien direct entre les organisateurs et les joueurs. Et tout ça est quand même très relié. On va pas parler des uns sans parler des autres non plus, quoi. Non, c'est sûr, mais quand je m'imagine, l'histoire, tout ce que vous savez à propos de Max Valentin, à propos des dessous de la chouette en quelque sorte, je trouve ça très intéressant et je trouve ça surtout très différent de ce que les chouetteurs savent. Et pour moi, ce sont deux histoires qui sont bien sûr reliées à un certain moment, mais qui sont complètement différentes. Si je devais faire un film au niveau des... D'accord, c'est intéressant. Si je devais faire un film
sur La Chouette d'Or. Enfin, je verrais deux films complètement différents, deux tons complètement différents du point de vue des chouetteurs et du point de vue de votre point de vue, ce qui s'est passé avec Max Valentin et tout ça. Mais en réalité, vous savez, il n'y aurait pas les deux empêcheurs de tourner en rond que sont Crowley et la 2CO, qui sont presque aussi finalement toxiques les uns que les autres, hein, parce que ça prend pas la même forme, c'est apparemment pas la même intensité, mais c'est aussi pénible dans les deux cas. Ça nécessite d'y passer du temps, d'argumenter, de démontrer, de justifier, de prouver, d'expliquer. On n'en finit plus. Il y aurait pas ça, le film serait déjà sorti. Moi, j'ai eu des propositions extrêmement concrètes pour des tas de choses, des séries, des longs métrages, etc. J'en ai rencontré des producteurs. Mais à chaque fois, il y a un blocage parce que, bon, les histoires de procédure, les machins, tout ça, ça enquiquine tout le monde, quoi. Ça conduira à rien. La certitude absolue, c'est qu'il n'en sortira rigoureusement rien. Mais chacun sera allé au bout de son, je sais pas quoi, de son obsession, de son entêtement, je ne sais pas trop comment appeler ça, peut-être de sa folie pour certains, je ne cite personne, pour une fois. Mais voilà, donc il n'y aurait pas ça, l'histoire, elle serait beaucoup plus homogène. Il y aurait un lien très direct entre ce qui s'est passé et le déroulé de la chasse vu côté joueur. Il y aurait un lien très direct. Très direct. Moi, je pense c'est une histoire qui est relativement homogène, si on veut la prendre dans son ensemble. Bon, il est évident qu'il y a des pans entiers qui ne sont pas connus encore, mais c'est une histoire qui est relativement homogène. Et si on faisait cadrer par exemple, la première fois que j'ai rencontré les joueurs, c'était donc en 2003, les 10 ans. Je les ai revus après à Épernay. Bon, c'est quelques rencontres. Si on voulait faire cadrer ça avec les événements qui se sont passés derrière, avec donc je parle de la saisie de la chouette, je parle de toutes ces choses-là, on serait de voir les liens qu'il y a entre les deux, quoi. On serait étonné. D'accord. Merci beaucoup. L'histoire est assez homogène, voilà. Ok, c'est super intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben voilà, c'était les questions du jour. On va peut-être pas y passer 2-3 heures. Il faut avoir pitié de Fab, il faut avoir pitié de vos oreilles. Parce qu'après, il faut se retaper d'écouter tout ça pour ceux qui ne sont pas là. Donc, voilà, je vous propose d'arrêter maintenant, à moins qu'il y ait encore une question vitale. Oh, ouais, une petite. La boussole pendant les énigmes ou sur place? Il faut que vous ayez une boussole. Il vous faut une boussole. À un moment donné, mais on ne sait pas si c'est pendant la résolution des énigmes ou si c'est... Le mec, jamais assez. Est-ce que je pourrais en avoir encore un petit peu, s'il vous plaît? Allez, des bonbons. Il vous faut une boussole à un moment donné, c'est sûr. C'est sûr. J'imagine pas. Une boussole, c'est sur une carte, il n'y en a pas forcément besoin. Encore que, on peut repérer aussi sur une carte, mais normalement la carte, elle est orientée. Le nord est pointé sur la carte. On sait s'orienter sur une carte, même avec une règle ou je sais pas quoi, ou ce qu'on voudra. Mais en revanche, sur le terrain, il faut une boussole. Voilà. Allez, je vous l'ai dit. Merci. Il a dit sur le terrain. Vous écrivez ça comment sur le terrain? Oui, je l'ai dit. Merci pour cette info qui est pas des moindres. Tant mieux. Je vais cœur. Quand vous avez découvert la spirale à Cassandre, ça vous a fait rire? Il n'y a pas grand-chose qui me fait rire. Il y a des choses pour lesquelles j'ai été extrêmement surpris, mais non, rien ne m'a fait rire. D'accord. Et je garde, malgré, c'est bizarre la situation, parce que je démolis à tour de bras, je ne sais pas si Crew nous écoute, mais elle ne doit pas supporter de m'entendre parler, mais je démolis l'image de Marx à tour de bras, mais en même temps, je lui reconnais un talent indéniable dans l'invention qu'il a faite de cette chasse. C'était une belle trouvaille, la chasse en elle-même est très sympa, ça je ne lui enlèverai jamais. Je lui enlèverai jamais. Et d'ailleurs, le mérite en reviendrait plutôt à Régis Hauser. Le personnage de Max Valentin, encore une fois, c'est tout autre chose. Mais la chasse reste très belle. Non, il n'y a rien qui me fait rire. Il n'y a pas de quoi rire. C'est astucieux, c'était bien pensé. Voilà, oui. Voilà. Tout ça demeure. Moi, je casse pas le jeu. Je casse uniquement même pas le personnage en lui-même d'ailleurs, mais le rôle tenu par Max Valentin. Ça, c'est toxique. Voilà, je crois cette fois on a la boussole, j'en ai lâché assez pour aujourd'hui. Ouh là là, il y en a un qui veut parler.
Oui, une petite question. Est-ce que la technologie est un frein? Là, je comprends rien du tout. Je comprends rien. Il y a un bruit terrible. On recommence? Non. Est-ce que la technologie peut être un frein à la chasse? Je suis désolé, il est impossible de comprendre. Egon, essaye d'écrire ta question dans le No Micro 3. C'est la contre-marque qui parle de sous-terre, là, j'ai l'impression. Et du coup, Michel, aujourd'hui, vous êtes venu donc pour faire des précisions sur la définition des constructions humaines, mais j'ai raté le début. Est-ce que vous pourriez y revenir très très rapidement, s'il vous plaît? C'était ça le début. C'était ça. Je suis venu parce que j'ai reçu des questions, j'ai reçu des messages, j'ai reçu vraiment il y a un vrai questionnement autour de cette notion de construction humaine. Donc je me suis dit, ne traîne pas, fais une réponse à ça. Donc voilà, on prend la définition du Larousse. Ce qui cadre pas avec la définition du Larousse, c'est pas une construction humaine. Enfin, c'est pas considéré comme tel voilà. Et donc on est d'accord que la définition du Larousse, c'est la définition de construction, c'est ça? Donc c'est je l'avais posté tout à l'heure sur le channel, donc c'est un bâtiment, un monument, je sais plus quoi, c'est ça? Oui, disons que ce qui est intéressant dans la définition du Larousse, c'est que on parle d'un plan. Donc ça veut dire que c'est une construction humaine, c'est quelque chose qui a été prémédité, qui a été envisagé, qui a été potentiellement calculé, dessiné, projeté avant d'être réalisé. Et il y a une notion de plan et il y a une notion d'assemblage. Donc là, on commence à être assez précis quand même. Pas assez à mon goût, mais bon. Non, mais si je vous dis on peut s'en tenir à cette définition, c'est que ça colle. C'est pas la peine de tourner en rond. Si vous vous en tenez à ça, c'est bon, ça va, vous avez la réponse. Construction humaine, c'est ça. Ce qui n'est pas comme ça, c'est pas considéré comme construction humaine. Que ce soit humain, c'est une chose, que ce soit construit, c'est autre chose. Voilà, on parle de construction humaine, il y a les deux ensemble. Donc, construction humaine, c'est ça. Et vous avez le temps pour une dernière question. Il y a Petit Gun qui a posté sa question sur le micro, parce que son micro ne marchait pas bien. La technologie GPS, Google Maps, etc. peut-elle être un frein au cheminement? Ouais, je l'ai sous les yeux, la question. J'apprends à aller dans nos micro 3 en même temps que je parle. Est-ce que la technologie peut être un frein? Non, je pense pas, non. Non, je crois pas. Je vois pas en quoi elle pourrait être un frein. Non, je dirais non. D'accord, merci. Je réfléchis, parce que je me dis, il y a peut-être des moments où ça peut coincer, mais non, au contraire, moi je pense que ça peut plutôt être une aide. Je pense qu'il parlait surtout au niveau des raccourcis. C'est vrai que, imaginons qu'il y ait un trait à tracer entre Paris et Marseille. Si on fait ça sur un logiciel, on clique sur Paris, on clique sur Marseille et boum, le trait est tracé. Tandis que si on utilise une carte, on est peut-être plus conscient de ce qu'on fait, peut-être qu'on passe sur des trucs, on s'arrête peut-être un peu plus sur ce qu'on fait. Je pense que c'est surtout ça qu'il voulait dire. Oui, ça devient complètement vicelard comme question à ce niveau-là, mais non, je voulais vraiment dire en clair, ça veut dire si on tire un trait à l'ancienne, est-ce qu'on voit mieux par où on passe? Le problème, c'est quand on tire un trait sur une carte, on pose sa règle et qu'on voit rien du tout. On voit surtout la mine du crayon, on pointe le départ, on pointe l'arrivée, après on enlève sa règle et on regarde la carte. Mais ça, on peut le faire en zoomant son écran de la même manière. Je vois pas de... Oui, bien sûr. Voilà, non, la technologie ne peut en aucun cas être un frein. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a Spark qui repose une question. Voici ma question dans le cahier des charges, ou plutôt une page de la version préliminaire de la chouette, laquelle est présente dans la 4e édition des énigmes. Il y a ce passage écrit dans le livre. 9 indications vous permettent de localiser l'endroit exact où l'objet. D'accord. Et alors la question, c'est quoi? Les 2 derniers indices désignent-ils les composants de la supersolution ou bien s'agit-il juste d'une façon de parler des 2 dernières énigmes de la chasse? D'accord, j'ai compris la question. Donc, en clair, est-ce que cette notion de 9 énigmes et puis les 2 dernières établissent un distinguo entre le parcours lui-même et puis ce qui touche à la supersolution? Il est évident que la supersolution, elle est beaucoup plus présente dans les 2 dernières énigmes et encore plus dans la dernière énigme que dans toute autre. Cela dit, les reliquats n'existent toujours pas, mais il y a des infos que vous aurez captées, des notions que vous aurez complètement assimilées au cours de la résolution des énigmes et qui vous seront
d'une certaine utilité au moment de la supersolution. Voilà. Et il y a, je répète, deux énigmes qui ont besoin, encore une fois, donc là on fait allusion aux clés de passage. Il y a deux énigmes sur lesquelles il y a un lien entre la précédente et la suivante. Je dis bien la précédente et la suivante. C'est clair, net et précis, et c'est tout. Voilà. Est-ce que les deux dernières énigmes du livre, du coup, c'est pas finalement une espèce de rallye de terrain, comme il avait l'habitude de faire le dimanche, comme vous expliquez ça? Est-ce que c'est pas un rallye de terrain? Je veux dire, c'est on sait. Un rallye de terrain, un rallye organisé. J'ai bien pigé l'image, elle est intéressante. C'est un peu vite dit de parler des deux dernières énigmes comme ça. Maintenant, on sait depuis très longtemps, et lui-même l'avait dit, qu'au niveau de la supersolution, il y a des choses à trouver sur le terrain, et à repérer, à trouver, etc. Donc, si on veut, on peut utiliser cette image. D'accord. Parce que je m'étais dit, si ça se trouve, il a réutilisé son concept de rallye terrain avec dessus, il a greffé en fait des énigmes supplémentaires pour agrandir le terrain de jeu sur la France, quoi. En gros, voilà, c'était mon image que j'avais en tête. Quand vous pensez rallye terrain, vous évoquez quoi? Parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup de rallye surprise. Une chasse organisée, par exemple, dans une localité précise, pour un week-end, par exemple. Voilà, pour amuser, comme vous disiez, des riches collectionneurs ou choses comme ça. Voilà, ils viennent sur un week-end, ils savent que la chasse se fait sur une zone déterminée, qui est la ville en question, et puis que par-dessus ça, il aurait gardé ce concept et rajouté, pour la notion France, rajouter par-dessus des énigmes avant pour agrandir la zone de jeu à la France, quoi, finalement. Et qu'on aurait bien deux parties, la partie France pour localiser l'endroit où se situerait finalement après entre guillemets, la chasse rallye, quoi. Oui, oui, je sais pas, je fais pas trop la différence entre la chasse rallye que vous évoquez, puis effectivement le principe de la super solution. On peut faire la comparaison, pourquoi pas, ouais. En fait, j'essayais de voir s'il y avait encore beaucoup de boulot. J'essaie d'imaginer le travail qui reste à faire finalement une fois sur la zone, s'il y a encore pas mal de cheminement à faire, de choses à trouver avant d'arriver vraiment. Une fois sur la zone, c'est toujours pareil. Une fois sur la zone, on revient là à cette notion du travail qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans son fauteuil avant d'aller sur place. Il faut avoir, avant d'aller sur place, il faut avoir un peu la notion de quelque chose. Il faut avoir une intuition de ce qu'on va y faire. Je veux dire, il ne faut pas aller sur place en se disant je vais aller sur place et puis tout d'un coup je vais voir sur place tout ce qui me manque. Au moment où on va sur place, c'est qu'on a déjà sa petite idée sur ce qu'on va trouver sur place. Et je sais pas trop comment le. Ouais, je comprends. Après, vous pouvez pas trop en dire, c'est normal. Mais là où je suis rassuré, c'est que vous aviez dit il y a quelques vocaux que tous les éléments dont on a besoin, a priori, maintenant, on peut les trouver sur Internet sans se déplacer. S'il y a des éléments terrain à trouver, on les trouve sans avoir à se déplacer. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais. Aujourd'hui, c'est possible. Et il est tout à fait concevable que quelqu'un dise, bon, moi maintenant, je sais où elle est au millimètre près, c'est là. J'y vais, je creuse, je la trouve. C'est possible. Ça ne l'était pas en 1993, à mon avis, mais aujourd'hui, ça l'est, justement grâce à toutes les informations, à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui démontre encore une fois que c'était un petit peu exagéré, les propos de Max à l'époque, de dire qu'on pouvait trouver de son canapé si finalement, à l'époque, ces éléments précis dont on a besoin n'étaient pas forcément disponibles encore sur Internet ou sur de la documentation, quoi. En termes de ces chasses, il fallait appeler l'agence du tourisme du coin pour avoir des informations. Mais c'était pas dans la littérature globale, quoi. À minima, il n'est pas dit que l'agence du tourisme puisse vous donner toutes les informations dont vous auriez besoin à la dernière minute. Ah oui, ils sont moins bien formés maintenant. Ouais, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr de ça. Non, je serais moins catégorique. Non, je suis pas aussi catégorique que ça. Moi, que les agences de tourisme ou les offices de tourisme puissent vous renseigner sur tous les éléments dont vous auriez besoin, j'ai des gros doutes. Non. Je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Mais alors, pour le reste, je redis le côté. Encore une fois, le personnage en l'occurrence de Régis Hauser, cette fois pas de Max Valentin, j'avais franchement de la sympathie pour lui. J'ai très très vite compris que j'avais affaire à un gars qui vendait sa sauce. Donc j'ai parlé de lui comme d'un camelot, mais j'ai rencontré une fois dans ma vie un vrai camelot, un type qui faisait les marchés comme camelot, c'était un mercenaire de la vente. Il vendait tel produit un jour, tel autre produit un autre jour. Il était embauché par des fabricants.
pour vendre les produits sur le marché, c'est impressionnant. Les mecs ont un charisme, une capacité de conviction et puis de plaider le produit qui est extraordinaire. Eh ben, Régis Hauser, il avait ce côté-là. Donc, quand il écrit un enfant de 15 ans, machin, c'est histoire de dire, bah, allez, les gars, ça va quand même pas vous faire peur. C'est un argument de camelot. Mais c'est gentil quand je dis ça. C'est pas une vacherie. Il a vendu son truc, quoi. Mais la réalité, c'est qu'on est confronté à une belle chasse au trésor qui nécessite une bonne dose d'astuce et d'intelligence. C'est clair. Bonjour Michel. Bonjour. C'est Mike Murphy. J'ai pas réussi à m'échapper. Hein. Pardon? J'ai pas réussi à m'échapper. Je suis désolé, j'ai dû couper, j'avais une petite réunion. Je ne sais pas si vous m'avez répondu au niveau de la question. Est-ce qu'on peut marcher sur la cache sans le savoir? C'est toujours possible. Hein. Quand un truc est enterré, on peut marcher dessus. Hein. Il y a plein de trésors qui ont été découverts dans des endroits où plein de gens étaient passés. Hein. J'ai vu ça, je sais pas où. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire je sais pas quoi, et il y a un trésor qui a été trouvé. Par déduction d'abord, et puis ils ont vérifié sur place, effectivement, il y a quelque chose, alors que tout le monde pensait que c'était pas là. Je sais plus ce que c'était ce truc. Donc, là, en l'occurrence, on pourrait tout à fait imaginer de marcher dessus sans le savoir, pourquoi pas. Parce que c'est un endroit qui est accessible. Hein. Je vois pas pourquoi. Ça agace ce genre de réponse. Hein. Vous aimeriez que j'en dise un peu plus, hein. Bien sûr. Mais bon, je vais pas vous taquiner davantage. Je vous remercie pour votre réponse. Je vous en prie. Bonjour Michel, je te prends un petit peu de temps. C'est Jeff, je vais pas présenter tout à l'heure. Bonjour. Moi, je me creuse pas mal la tête sur les enchaînements, parce que c'est un terme qui revient souvent, même dans ta bouche. Max et toi, vous me dites souvent ça, quand on veut savoir qu'on est sur la bonne piste, il faut que les solutions s'enchaînent bien. C'est très simple de faire s'enchaîner deux solutions, au final, sans se prendre la tête. Il suffit d'arriver à un point A au début d'une énigme, et puis la suivante, tu te sers un peu de là où tu es arrivé, et puis tu as l'impression qu'elle s'enchaîne. Quand on force un peu les choses, ça s'enchaîne. Je me demandais, est-ce qu'il faut de l'astuce pour trouver cet enchaînement? Pour que les solutions s'enchaînent bien, est-ce qu'il faut de l'astuce? Oui, pas à tous les coups. Il y a des fois, c'est relativement pas évident, mais enfin, disons que c'est relativement accessible. Il y a peut-être une ou deux fois où il faut un petit peu plus d'astuce. Et je le redis d'ailleurs, j'aime beaucoup cette notion. Je redis qu'effectivement, dans les libellés, il y a des petits pièges, il y a des petites difficultés qu'on peut appeler des pièges. Ça existe quand même. Faut pas non plus, faut pas moi, je cherche pas à nier ça. Il y a des moments où il y a certains mots, certaines idées, certains trucs qui sont balancés, qui peuvent un petit peu prêter à confusion et qui risquent éventuellement de provoquer une mauvaise interprétation. Voilà, mais après on le rectifie. Donc des fois, il faut un peu d'astuce. En tout cas, je sais pas, une ou deux fois, deux ou trois fois, ou pour passer d'une énigme à l'autre, il faut un peu d'astuce. Il y en a en tout cas deux où il en faut, puisqu'on utilise un élément précédent pour l'énigme suivante. Donc là, évidemment, il faut être assez astucieux pour le faire. Mais bon, voilà. Là, c'est complètement jouable, quoi. Dans les autres énigmes, là où on n'utilise pas l'élément précédent, ce lien, du coup, c'est juste une confirmation. C'est-à-dire qu'on... oui, c'est-à-dire que ça repose sur la notion connue depuis quasiment le départ du jeu, qu'il faut classer les énigmes dans le bon ordre. Donc à partir du moment où on dit bon ordre, on sous-entend de manière implicite qu'il y a un enchaînement logique. Sinon, ce ne serait pas la peine de les mettre dans l'ordre, par définition. Donc oui, ça reste... mais ça, c'est visible. C'est visible pour n'importe qui se lance dans la chasse. On comprend très vite ça. Mais une ou deux fois, il faut un petit peu plus d'astuce. Voilà, une ou deux fois, on va se dire, attends, comment je dois le prendre, comment je dois faire. Voilà, une ou deux fois, ça se produit, ça. Tu me dis enchaînement logique, et c'est aussi un terme qu'utilisait Max. Moi, j'ai tendance à chercher une logique, un mécanisme, tu vois, non, il n'y a pas. Une astuce, tu vois, que je vais pouvoir reproduire. Et ouais, a priori, tu me disais souvent, il n'y a pas ça. Mais du coup, ouais, j'ai du mal à situer, tu vois, quand c'est juste une confirmation, ça va pas être. J'ai l'impression que je peux tout mettre et n'importe quoi comme confirmation Non, c'est pas le cas non plus. Entre deux énigmes.
Non, il y a beaucoup de joueurs qui ont compris depuis très longtemps. Il y a encore une fois un certain nombre d'énigmes qui ont été, à mon sens, parfaitement résolues. Donc, non, les solutions, elles existent, on peut les trouver. Ça ne relève pas d'une super compréhension d'éléments supérieurement complexes, pas du tout. Il y a de la logique. De temps en temps, on va douter un peu, on va pas comprendre tout de suite, puis on va dire, mais non, mais là, j'ai fait une connerie, on revient en arrière et on repart du bon pied. Voilà. Mais tout ça, ça reste complètement à portée de main, quoi. À portée d'esprit comme les nôtres. Moi qui suis pas un grand chercheur, même moi, j'aurais pu trouver. Hein. Je vais te donner un exemple d'enchaînement que je trouve un peu tiré par les cheveux, ou quelque part c'est facile. J'ai vu des gens qui se disaient que, vu qu'en 470, il fallait trouver quelque chose autour de Roncevaux, je ne demande pas de confirmer, hein, mais si on pense à Roncevaux, il pense à Roland, il pense au corps, donc la musique, il garde ça en tête, la musique, et ils arrivent en 580, et il voit un rapport avec la musique. Bien sûr, il y a les lettres, voilà, et le visuel. Et moi, je trouve que, tu vois, c'est un exemple de ce que je trouve tiré par les cheveux comme enchaînement. Et beaucoup de gens font des enchaînements comme ça en disant, oh, on va bien trouver une relation. Et c'est quand on cherche, on trouve toujours une relation entre deux choses. Ça, c'est les clés de passage dont on sait maintenant qu'elles sont moins visibles que ce qu'on pensait au départ. Non, elles sont pas moins visibles. Non, elles sont pas moins visibles, elles n'existent pas. Voilà. Non, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Elles n'existent pas. Il y a deux énigmes qui nécessitent un élément de la précédente pour être comprises. Il n'y a pas de notion, de concept de clé de passage à appliquer aux énigmes. C'est pas vrai. Je parle pas de clé de passage. Hein. Là, je parle juste de liens. Tu me disais que il y a deux énigmes qui nécessitent une précédente pour être décryptées. Et d'autres énigmes ont quand même un lien. Il y a toujours un lien avec la précédente. Des fois, ça sert juste à confirmer, mais ça sert pas à décrypter. Exactement, mais ça sert à cheminer. C'est-à-dire que si elles ne sont pas dans le bon ordre, on a de la peine à faire le bon parcours, quoi. Donc c'est là qu'intervient la logique. Les solutions sont indépendantes, mais s'inscrivent dans un cheminement global qui est. Il y a une suite. Oui, c'est une suite. C'est une suite. Voilà. Tu sous-entends cheminement géographique par cheminement? On a un lieu à trouver, mon cher. Oui. Donc c'est forcément géographique. Toutes les énigmes ne donnent pas des lieux. Donc, non, pas toutes. Donc c'est pour ça que tu dis comment tu vas faire pour cheminer dans ce cas-là si tu trouves pas de lieu. Elles donnent toutes quelque chose qui permet de contribuer au cheminement. Okay. Même si c'est pas un lieu. Ouais, c'est plus clair. Non, mais c'est vrai. Hein, franchement, au niveau des énigmes, je suis tout à fait, comment dirais-je, tranquille sur la logique de tout ça, sur le fait qu'elles sont à la portée d'énormément de gens, etc., etc. C'est de toute façon, évidemment, plus on va arriver vers la fin et plus ça devient compliqué, difficile. Voilà, ce qui est logique. Et moi, je galère au début, hein. Mais peut-être que je me prends trop la tête. Oui, ça c'est possible, parce que ça c'est possible. Tu avais dit un truc aussi sur le 470, sur le titre. C'est un truc aussi que Max avait dit. On peut comprendre le titre sans avoir besoin de carte. Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'à dire qu'on peut trouver la lumière sans avoir besoin de carte? Oh là là, là on est en train. Alors, j'ai mon gyrophare qui vient. Je préfère ne pas répondre. Hein. J'ai pas de non, souci mais avec ça. je vais te le dire, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'on est tous dans la même démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu envie de dire des trucs parce que ça m'agace que le jeu soit bloqué et qui partent de travers pour des propos qui n'auraient pas dû être écrits. Et puis vous, dans le feu des questions, plus on avance dans les questions, plus vous devenez précis, ce qui est logique. Enfin, vous suivez votre logique de joueur tous, donc c'est complètement normal. Et il y a un moment donné, on est en train d'y arriver là, où il faut se dire bon, là, on va trop loin. Je peux pas répondre à tout. On en est tous conscients. Vous pouvez pas tout me demander. Vous en êtes tous conscients. Donc il y a un moment donné où on commence à se lâcher, ce qui est en train de se produire. On en rajoute une petite couche, une petite notion, un petit machin, puis là, pouf, on a passé la ligne rouge et je peux plus répondre. Et c'est le cas. Je le prends pas mal. Merci quand même. Non, mais il faut pas le prendre mal. Non, pas du tout. Bien sûr. Merci. Voilà. Est-ce que si on met de côté tout l'enfumage apporté par les Mahdi, vous diriez que globalement,
l'achat, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Moi, je l'ai déjà dit. Hein. Je l'ai déjà dit. Je pense que les MADI complexifient beaucoup de choses. D'accord. Mais vous voyez bien, si on continue, imaginez que vous me poussiez un peu et que moi je prenne la mouche et que j'essaye de quand même vous répondre à des trucs auxquels je ne dois pas répondre. Là, je vais tomber dans la politique du MADI, où je te réponds sans te le dire, mais je te dis quand même des trucs, mais qui prêtent à confusion ou qui peuvent être interprétés. Donc en réalité, je complexifie, quoi. Ouais, et il y a des moments où je me dis, si je leur réponds si je dis un peut-être, à la limite, je leur rends pas service en disant peut-être. Il vaut mieux que je dise rien. Ça nous ouvre des portes et du coup. C'est ça qui est vachement vicelard. Je pense toujours au fameux bec de mon coq. Quand un Max Valentin, quand on lui demande est-ce qu'il pointe d'un côté vers Cherbourg et de l'autre vers Roncevaux et qu'il dit je peux pas vous répondre, bon ben voilà, ça y est, le mal est fait, quoi. Le mal est fait. Il y en a qui vont dire bah oui, forcément, ça veut dire quelque chose. D'autres qui vont dire bah non, ça veut rien dire. Mais le doute est là, c'est fini, on peut plus faire marche arrière, c'est parti dans tous les sens. Et c'est là où j'essaye de m'arrêter, moi, en ce moment. Là où c'était compliqué pour toi, je pense, enfin c'est compliqué pour toi, c'était compliqué aussi pour Max, c'est que quand tu commences à répondre à des questions, si d'un seul coup tu dis à un moment j'arrête d'y répondre, effectivement les gens font la déduction en se disant ah, donc le truc auquel il répond pas, c'est important. Par contre, si depuis le début tu fais beaucoup de je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous le dire, bon bah dans ce cas-là, on sait que c'est noyé dans quelque chose et on ne peut pas savoir vraiment si c'est important ou pas. Là, alors il y a ça, et puis il y a le fait qu'il ne faut pas oublier que je suis moi aussi un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme l'était Max Valentin, et qu'à un moment donné, ça devient tellement, on est tellement sur le fil du rasoir entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, que finalement ça devient fatigant, quoi. On n'a plus envie de répondre. On dit je peux pas répondre, mais en fait c'est qu'on n'a plus envie, quoi. Ça devient trop compliqué. On n'est plus naturel, on est obligé de sous-peser chaque point-virgule, chaque vocable. Ça devient des échanges complètement, je dirais, artificiels, et donc c'est pas possible, quoi. C'est ça le truc. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut s'arrêter. Là, c'est bien. Bon, je suis content, j'ai pu vous donner quelques éléments aujourd'hui, puis je pense que c'était bien. Mais je crois que c'est bon, il y a de quoi faire, là. Oui. Alors, on se fait la bise et on se dit à bientôt. Check. Au revoir. Allez, à bientôt. Bon après-midi, merci pour tout. De rien, à bientôt, au revoir. Merci Michel.